Je n'ai jamais compris le combat au poing parce que pour moi, le but d'un coup de poing, le but d'un coup de pied est de faire des dommages. Et comment faire des dommages si tu rates la cible ? Dans la chaleur du Madison Square Garden en 1967, deux titans sont montés sur le tapis. L'un était Joe Lewis, la puissance invaincue du karaté américain, l'autre Chuck Norris, un technicien calme mais implacable avec tout à prouver. Ce qui a suivi n'était pas juste un match, c'était un combat sauvage qui a envoyé des ondes de choc à travers le monde des arts martiaux. La chose c'est encore que plus tu t'entraînes, plus tu es compétent pour gérer certaines situations dans la rue. Mais cela ne signifie pas que dans chaque situation, tu vas pouvoir te débrouiller. La victoire de Chuck Norris sur Joe Lewis n'a pas juste renversé un champion, elle a exposé une faille dans les fondations même du karaté. Quand la poussière est retombée, le karaté en Amérique ne serait plus jamais le même. C'était le moment où tout a changé pour toujours. La scène était prête, le boom du karaté en Amérique. Au milieu des années 1960, le karaté explosait dans le mainstream américain. Autrefois vu comme une discipline orientale obscure, l'art martial gagnait du terrain grâce à l'exposition militaire, la fascination d'Hollywood et l'intérêt croissant pour la philosophie orientale. Mais ce n'était pas la philosophie qui attirait les foules, c'était le combat. Et les tournois sont rapidement devenus des champs de bataille pour les meilleurs artistes martiaux du pays. La scène des tournois américains était dominée par des combats agressifs en full contact. Ce n'étaient pas des katas cérémoniaux ou des démonstrations sur scène. C'était de vrais combats avec de vraies conséquences. Les combattants s'entraînaient dur, combattaient plus dur et construisaient leur réputation par le courage et la compétence. Dans cette atmosphère, Joe Lewis émergeait comme le visage du karaté américain. Un ancien marine, athlète explosif et force quasiment invincible en compétition. Au même moment, Chuck Norris grimpait tranquillement les échelons. Connu pour son calme et sa technique propre, Norris n'était pas le plus bruyant ou le plus flashy, mais il était constant. Il s'entraînait obsessionnellement au Tang Soo Do coréen, affinait son timing avec une précision chirurgicale et commençait à faire des vagues en battant des noms respectés du circuit. Pendant que Lewis accumulait les titres et les gros titres, Norris construisait un palmarès qui incluait l'ouverture d'écoles de karaté, l'enseignement à des célébrités et une série de victoires de plus en plus impressionnantes. La convergence de ces deux forces était inévitable. Le karaté aux États-Unis avançait vite, les techniques évoluaient, les écoles s'étendaient et les compétiteurs commençaient à repousser les limites traditionnelles de l'art. Le karaté de tournoi n'était plus un miroir de ses racines orientales. Il devenait quelque chose d'uniquement américain. Et juste au point de bascule, en été 1967, le All-American Karate Championship au Madison Square Garden a été annoncé. C'était plus qu'un simple tournoi, c'était un terrain d'épreuve. Tout le monde savait que la vraie histoire n'était pas l'événement lui-même. C'était le potentiel affrontement entre Chuck Norris et Joe Lewis. Un homme représentait la puissance, la dominance et l'ancienne garde. L'autre représentait la vitesse, la précision et quelque chose de nouveau. Personne ne le savait encore, mais ce combat, cette confrontation singulière deviendrait le moment où le karaté tel que l'Amérique le connaissait changerait pour toujours. Joe Lewis, le Golden Boy du karaté américain. En 1967, Joe Lewis n'était pas juste un autre combattant, il était le combattant. Le nom provoquait une reconnaissance immédiate dans les cercles d'arts martiaux, et pour de bonnes raisons. Un ancien marine avec un physique plus adapté à la boxe qu'au karaté au poing, Lewis apportait une puissance brute et une agressivité inégalée dans un sport qui cherchait encore son identité aux États-Unis. À bien des égards, il était sa première vraie superstar née en Amérique. Lewis a commencé à s'entraîner à Okinawa pendant son service militaire au début des années 1960. Étudiant le Shorin-ryu karaté sous certains des maîtres okinawan les plus respectés. Mais contrairement à beaucoup de traditionalistes, Lewis n'a pas laissé l'art dans sa forme classique. Il voulait combattre. Il voulait tester les techniques sous vraie pression, avec vrai contact. À son retour aux États-Unis, il est entré dans les tournois de karaté avec une mentalité entièrement différente de la norme. Rapide, direct, explosif, et cela marchait. Joe Lewis a explosé sur la scène, gagnant quasiment
tous les tournois auxquels il participait. Sa présence était intimidante. À 1,83 et pesant plus de 88 kg de muscles, il bougeait comme un poids moyen, mais frappait comme un poids lourd. Sa spécialité était de submerger les adversaires vaisseaux avec des blitz puissants et des frappes précises. Pendant que d'autres combattants utilisaient des stances larges traditionnelles et des tactiques conservatrices, Lewis fermait la distance vite et frappait encore plus vite. À une époque où le karaté américain essayait encore de définir sa structure compétitive, Lewis forçait une définition par pure dominance. Il a gagné les premiers nationaux américains en 1966, pris de multiples titres régionaux et détenait un record invaincu qui semblait presque intouchable. Mais ce qui le distinguait vraiment n'était pas juste sa puissance ou ses résultats, c'était son aura. Joe Louis représentait la confiance des arts martiaux américains. Il donnait des interviews, il prédisait les outcomes. Il avait un swagger qui matchait sa compétence. Pour beaucoup, il n'était pas seulement le meilleur, il était l'avenir du karaté lui-même. Les critiques pouvaient murmurer sur les bords rugueux de son style ou son dédain pour la tradition stricte, mais les fans l'adoraient, les étudiants l'imitaient, les écoles enseignaient comme lui. En juste quelques années, Joe Louis avait aidé à faire évoluer le karaté en un sport plus rapide, plus dynamique, et en faisant cela, avait aidé à construire un public national pour ce qui était autrefois considéré comme un hobby de niche. En 1967, Lewis entrait dans le All-American Karate Championship au Madison Square Garden comme le grand favori. Personne ne s'attendait à ce qu'il perde. Si quelque chose l'a fait, la foule voulait voir combien d'adversaires il pourrait démanteler sur son chemin vers un autre titre. Ce qu'il n'attendait pas était un combat sauvage qui secouerait cette réputation jusqu'au cœur. Debout dans le coin opposé était Chuck Norris, un homme qui avait étudié chaque mouvement que Lewis avait jamais fait et qui avait attendu patiemment ce moment exact. L'ascension de Chuck Norris vers le sommet. En 1967, Chuck Norris n'était pas le héros d'action que le monde connaîtrait. Ce qu'il était indéniablement était un combattant discipliné en forte ascension dans les rangs du karaté américain. Pendant que Joe Louis était l'étoile explosive que tout le monde regardait, Chuck Norris était le technicien que tout le monde sous-estimait. Le parcours de Norris a commencé des années plus tôt pendant son service dans l'US Air Force où il était stationné en Corée du Sud. C'est là qu'il a rencontré le Tang Soo Do, un art martial coréen avec des frappes puissantes et une discipline rigoureuse. Norris s'entraînait obsessionnellement, gagnant des ceintures noires en Tang Soo Do et plus tard dans d'autres styles, y compris Shito Ryu et Taekwondo. Contrairement à Lewis, Norris ne reposait pas sur la pure physicalité. Il construisait son style autour du timing, de la précision et de l'adaptabilité. Au milieu des années 1960, Norris gagnait déjà des tournois régionaux. Mais son nom ne portait pas le même poids médiatique que Lewis. Norris n'était pas brash ou flamboyant. Il ne trash-talkait pas ou ne prédisait pas de knockout. Il laissait son combat parler. Chaque victoire était un pas en avant. Chaque adversaire était un problème à résoudre. Son approche était méthodique. Norris étudiait les footages de ses compétiteurs, décomposait leurs habitudes et s'entraînait à exploiter leurs faiblesses. Il pratiquait sans relâche, often isolant des techniques spécifiques et les répétant des milliers de fois, jusqu'à ce qu'elles deviennent seconde nature. Son attention aux détails et son éthique de travail infatigable le rendaient un adversaire dangereux, surtout contre des combattants qui le sous-estimaient. Hors du ring, Norris étendait tranquillement son influence. Il ouvrait une chaîne d'écoles de karaté à travers la Californie, attirant à la fois des étudiants sérieux et des célébrités d'Hollywood. Sa liste d'étudiants inclurait éventuellement Steve McQueen, Bob Barker et Donnie et Mary Osmond. Mais à l'époque, Norris était encore juste un combattant avec quelque chose à prouver, affamé, technique et farouchement déterminé. En 1967, il entrait dans 2 tournois majeurs qui définiraient son héritage compétitif. D'abord, il gagnait le Karate Tournament of Champions, battant 7 combattants compétents en un seul événement. Puis venait le grand, le All-American Karate Championship de S. Henry Cho, tenu au Madison Square Garden, le lieu le plus prestigieux du pays, et le tournoi où Joe Louis était attendu pour dominer une fois de plus. Mais Norris était prêt.
Il s'était préparé non juste pour le tournoi, mais pour Joe Louis spécifiquement. Norris voyait les failles dans l'agression de Louis, les ouvertures nez laissées quand il linguait, les gaps de timing entre ses combinaisons. Norris avait un plan et la compétence pour l'exécuter. Il avançait à travers le bracket méthodiquement, battant chaque adversaire devant lui avec efficacité. Pendant que les autres se concentraient sur le spectacle, Norris se concentrait sur le but, atteindre et battre Joe Louis. Peu croyaient qu'il pouvait le faire. Encore moins croyaient ce qui allait se passer ensuite. Le All American Karate Championship, Madison Square Garden, 1967, le All American Karate Championship, tenu le 24 juin 1967, était différent de tous les tournois qui l'avaient précédé. Organisé par le Grand Master S. Henry Cho au Madison Square Garden, l'événement apportait une visibilité nationale au karaté d'une façon qui n'avait jamais été atteinte. C'était un milestone pour les arts martiaux en Amérique et c'était la scène prête pour une confrontation qui marquerait un tournant. Le lieu lui-même ajoutait du poids. Madison Square Garden était connu pour la boxe, le basketball et les concerts, mais pas les arts martiaux. Cela a changé en 1967 avec des centaines de combattants de tout le pays présents et des milliers de spectateurs remplissant les sièges. L'énergie était électrique. La plupart des participants s'attendaient à ce que Louis traverse le bracket. Il était plus grand, plus fort et avait une aura invaincue. Norris, bien que respecté, n'était pas encore considéré dans la même catégorie par les observateurs casuals, mais ceux qui faisaient attention, surtout les autres combattants, savaient que ce match-up avait le potentiel de tout shifter. Le tournoi suivait un format à élimination directe, les points étaient notés et scorés par des frappes propres et décisives jugées par un panel. Contrairement au knockout full contact, le format requérait précision, contrôle et maîtrise tactique. Les combattants devaient frapper fort, mais dans le contrôle tout en restant défensivement aiguisés et en lisant le rythme de leur adversaire. Louis avançait comme attendu, dispatchant ses adversaires avec vitesse et dominance. Il submergeait les combattants avec des blitz et des low kicks, restant agressif et toujours poussant en avant, mais quelque chose était différent. Ses victoires n'étaient pas aussi effortless que d'habitude. Les compétiteurs avaient commencé à s'ajuster. Ils connaissaient le style de Louis, et bien que peu pouvaient le contrer, l'écart se réduisait. Norris, d'un autre côté, coupait à travers son côté du bracket avec une précision chirurgicale. Il utilisait le timing et le footwork pour neutraliser des adversaires plus rapides et il conservait l'énergie tout au long. Ses frappes n'étaient pas toujours flashy, mais elles étaient clean. Il combattait pour la légitimité, le respect et la chance de prouver qu'il pouvait battre le meilleur, et cela le mettait dans une position unique. À la fin de la journée, il était clair que la finale serait Chuck Norris contre Joe Louis. La foule savait qu'elle allait assister à quelque chose de différent. C'était la collision de deux écoles de pensée, quelque chose de différent de ce que quiconque avait vu avant. Puissance contre précision, agression contre stratégie, ancien champion contre menace montante. Les tapis étaient point dégagés, les juges prenaient leur place, l'air était immobile. Puis la cloche a sonné et le combat sauvage a commencé. Le combat sauvage de Chuck Norris avec Joe Louis. Quand le match final du All American Karate Championship 1967 a commencé, la plupart des spectateurs croyaient encore que Joe Louis partirait avec un autre titre. Mais Chuck Norris l'avait étudié trop bien. Ce qui s'est déroulé n'était pas un match technique prudent. C'était un combat sauvage qui a choqué tout le monde regardant et dans son intensité a réécrit l'avenir du karaté compétitif. Le premier échange était un test de nerfs. Louis avançait vite utilisant son style agressif signature. Il chargeait essayant d'établir la dominance tôt. Norris ne reculait pas. Il sidesteppait contrant avec une ridge hand propre qui a pris Louis mid-step. Premier point à Norris. Cela a scellé le ton. Norris n'était pas intimidé et il ne jouait pas la défense. Il restait mobile, utilisait le mouvement latéral et gardait Louis off balance. Mais c'était le timing qui faisait la différence. Norris ne bloquait pas. Il interrompait. Il timait les attaques de Louis pour land, ses propres, juste avant que Louis puisse compléter sa combinaison, outscoring le power fighter par des millisecondes.
Alors que le combat progressait, il devenait physique. Lewis, frustré par les évasions et counters de Norris, commençait à combattre plus dur. Certains disaient trop dur. Quand il connectait, c'était avec telle puissance que Norris pouvait à peine déflect. En retour, Norris déchaînait une fleurie de techniques, y compris des mouvements qui avaient rarement été vus. Chaque fois qu'il frappait Lewis, la foule gaspe. C'était un vrai combat maintenant, clean par les règles, mais au bord de perdre le contrôle. Les deux combattants échangeaient des frappes féroces. Lewis landait plusieurs powerful body shots, gagnant des points, mais Norris continuait à répondre, scoring avec des précisions kicks et high speed counter. Les juges struggled à suivre. La capacité de Norris à disguise ses attaques, surtout son front leg roundhouse et back fist combo, commençait à wear down Lewis. L'échange final était brutal. Lewis lunged, visant à knock Norris off his base. Norris paried, pivoted inside et délivrait un lightning fast punch à Lewis, suivi d'un controlled hook kick, stopping juste short de full contact, mais scoring cleanly. La cloche a sonné. Puis l'annonceur déclarait le vainqueur, Chuck Norris. Ce n'était pas juste une victoire, c'était un upset sismique. Lewis, le champion invaincu, avait été outscored et outmaneuvered. Norris avait combattu dur et smart, tournant chaque force que Lewis avait en faiblesse. C'était une brutalité calculée, et la foule savait qu'elle avait witness un shift dans le paysage des arts martiaux. Ce qui rendait ce combat sauvage n'était pas une violence wild, c'était une warfare psychologique. La précision sous pression, la volonté des deux hommes de se pousser mutuellement au-delà de leurs limites. Norris absorbait des hits qui auraient dropped la plupart des combattants. Lewis combattait avec tout ce qu'il avait et ne pouvait toujours pas l'arrêter. Dans l'après, Lewis montrait du sportsmanship, mais il savait que le jeu avait changé. Norris avait exposé les limitations de la force brute dans le karaté de tournoi. Le combat démontrait que le contrôle, le timing et l'adaptabilité pouvaient détrôner la puissance. Ce n'était pas juste un match, c'était un moment. Le jour où Chuck Norris a battu Joe Lewis, le karaté en Amérique a évolué. Les combattants ont commencé à repenser leur approche. Les écoles restructuraient leur curriculum. Les stratégies de tournoi changeaient à travers le pays, parce que maintenant il y avait une preuve. La vitesse et la stratégie pouvaient battre la force, et cela avait été fait dans le combat le plus public et high stakes de la décennie. Fallout, une onde de choc à travers le monde des arts martiaux. Le résultat du combat Chuck Norris contre Joe Lewis a envoyé une onde de choc immédiate à travers le monde des arts martiaux. La défaite de Lewis n'était pas juste la chute d'un champion, c'était un signal que les anciennes règles étaient réécrites. Du jour au lendemain, le spotlight shift. La victoire sauvage de Chuck Norris devenait un turning point, un qui changeait fondamentalement le karaté pour toujours. Les écoles d'arts martiaux à travers le pays ont pris note. Jusqu'à ce point, beaucoup d'instructeurs mettaient l'accent sur la tradition, les stances fixes, les attaques linéaires et les combinaisons prévisibles. Mais Norris avait démontré le pouvoir du combat adaptatif, la capacité à bouger, pivoter et répondre à un adversaire en temps réel. Les combattants ont commencé à s'entraîner différemment. Les écoles mettaient à jour leur format de sparring. Les tournois commençaient à récompenser le timing tactique autant que la puissance ou l'agression. Encore plus significatif était l'impact psychologique. Joe Lewis avait été vu comme unbeatable, l'incarnation de la force et de la dominance. Quand Norris l'a battu, cela a brisé ce narrative. Soudain, les combattants à travers le pays réalisaient que la victoire n'appartenait pas au plus fort, elle appartenait au plus smart. L'accent commençait à shifter vers la précision, l'efficacité et le footwork. Joe Lewis, à son crédit, n'a pas faded away. Au lieu de cela, il a retoulé son approche et est devenu plus tard un pionnier du karaté full contact et du kickboxing. Mais même lui reconnaissait que le sport avait changé. Ce combat unique au Madison Square Garden avait reshaped la hiérarchie. La dynamique entre puissance brute et contrôle stratégique était maintenant centrale à l'entraînement de chaque artiste martial sérieux. Et Chuck Norris, il n'a pas arrêté là. Sa réputation a explosé. Plus juste un compétiteur prometteur, il devenait une légende en making. Il ouvrait plus d'écoles de karaté, s'entraînait avec des fighters élites
et attirait l'attention d'Hollywood, grâce en partie à ses connexions avec des étudiants comme Steve McQueen. Les ripples de ce match unique atteignaient bien au-delà du ring, il devenait un point de référence dans l'histoire des arts martiaux. Les instructeurs diraient « Souvenez-vous quand Norris a battu Lewis ?» Pour faire un point sur la technique, sur la force, les combattants étudiaient le match pour comprendre comment timer un counter, comment contrôler le rythme d'un combat et comment gagner contre les autres. Le fallout n'était pas la destruction des arts martiaux, mais c'était une transformation, et le karaté ne serait plus jamais le même. Pourquoi ce combat unique a changé le karaté pour toujours? L'affrontement de 1967 entre Chuck Norris et Joe Louis n'était pas juste un upset de tournoi, c'était un événement pivotal qui a changé le karaté pour toujours. Pendant des décennies, les arts martiaux aux États-Unis avaient été enracinés dans la tradition. Mais après ce combat sauvage, le sport a commencé à évoluer en quelque chose de plus rapide, plus smart et plus compétitif. Une révolution tactique. Jusqu'à la victoire de Norris, la plupart des champions de tournoi reposaient sur pure force, taille ou vitesse. Joe Louis avait maîtrisé cette formule. Il chargeait, submergeait et dominait. Mais Norris a démantelé ce modèle avec un style bâti sur le timing, les angles et le counter-striking. Cela exposait un gap dans l'approche traditionnelle. Les combattants et coachs à travers le pays réalisaient que la puissance brute pouvait être neutralisée par un mouvement calculé et des frappes précises. L'effet Ripple était immédiat. Les écoles commençaient à mettre l'accent sur l'agilité, la conscience spatiale et le point contrôle sur la force brute. Le style de Norris devenait le blueprint pour le karaté américain moderne, un hybride de discipline et d'adaptabilité. 2. La naissance du sparring stratégique. Norris n'a pas gagné parce qu'il était plus fort que Lewis. Ce n'était pas sur les muscles, c'était sur être smart. Cela shift le focus des pratiques de sparring nationwide. Les combattants étudiaient maintenant les tendances des adversaires, développaient des counter-responses et s'entraînaient spécifiquement pour les conditions de tournoi. Le karaté n'était plus juste sur les formes ou techniques. Il devenait sur lire ton adversaire et exploiter les moments. Des dojos aux floors de tournois, les étudiants commençaient à apprendre comment combattre smart. Ce shift stratégique élevait le niveau global de compétition. Les combattants n'étaient plus juste des artistes martiaux, ils étaient des tacticiens. 3. Légitimer le karaté comme sport national. Le match Norris-Lewis a eu lieu au Madison Square Garden, sous des lumières vives et devant un large public. Il prouvait que le karaté pouvait être plus qu'une activité de niche, il pouvait être un sport spectateur. L'intensité et le drama du combat aidaient à capturer l'intérêt mainstream. Ce bout donnait au karaté une identité, un art martial sérieux, technique et compétitif, méritant l'attention nationale. Plus d'événements suivaient et l'intérêt public surgissait. 4. Inspirer une génération. Pour beaucoup de jeunes artistes martiaux, regardant ou entendant parler de ce combat, il devenait un moment définissant. L'approche disciplinée de Chuck Norris, combinée à son calme sous pression, inspirait une génération de combattants. Il prouvait que le succès ne requérait pas de flamboyance ou d'agression, juste préparation et exécution. Sa victoire ouvrait aussi des portes au-delà du dojo. Dans quelques années, Norris transitionnerait vers le jeu d'acteur, amenant les arts martiaux sur le grand écran et alimentant un mouvement pop culture autour du karaté dans les années 1970 et 1980. L'impact de ce combat linger encore dans comment le karaté est enseigné, comment il est combattu et comment il est vu. Héritage Norris-Lewis et la nouvelle ère du karaté. Le combat sauvage de 1967 entre Chuck Norris et Joe Louis est devenu la ligne de division entre deux ères Bisita, du karaté américain avant et après. L'héritage qu'il a laissé a façonné non seulement les carrières des deux hommes, mais aussi la direction des arts martiaux pour des décennies à venir. Chuck Norris, suite à sa victoire, devenait le visage du karaté technique et discipliné en Amérique. Sa victoire lui donnait crédibilité à la fois dans les arts martiaux et l'industrie du divertissement. Au début des années 1970, Norris avait étendu ses écoles de karaté, continuait à dominer en compétition et attirait des étudiants célébrités comme Steve McQueen qui aiderait plus tard à lancer sa carrière d'acteur. Norris
utilisait sa plateforme pour élever la visibilité du karaté à travers les médias et la culture. Mais son influence allait au-delà de l'écran. L'accent de Norris sur la précision, la stratégie et le respect aidait à définir la philosophie core du karaté moderne. Il montrait qu'un combattant n'avait pas besoin d'être le plus bruyant ou le plus fort, juste le plus préparé. En faisant cela, il devenait une icône, pas pour le flash, mais pour le focus. Joe Lewis, malgré la défaite, restait une figure towering. Plutôt que de fade, il évoluait. Il devenait plus tard l'un des pères fondateurs du kickboxing américain et continuait à innover dans les arts martiaux, étant éventuellement nommé le Greatest Karate Fighter of All Time par Karate Illustrated en 1983. Sa rivalité avec Norris l'aiguisait et étendait sa propre pensée sur ce que signifiait être un combattant. Ensemble, Norris et Lewis se poussaient mutuellement et le sport vers quelque chose de plus grand. Leur style, contrastant mais complémentaire, forçait les artistes martiaux à considérer de nouvelles dimensions de compétition, force contre technique, agression contre patience, instinct contre discipline. Ils ne se combattaient pas juste, ils définissaient une ère. Leur bout légendaire au Madison Square Garden est encore cité dans les cercles d'arts martiaux aujourd'hui, pas juste pour son outcome, mais pour ce qu'il symbolisait. Un shift de la tradition à l'innovation. Plus de 50 ans plus tard, ces leçons résonnent encore. La scène compétitive moderne du karaté, avec son mélange de technique, athlétisme et discipline mentale, doit beaucoup de son évolution à ce jour unique en 1967. Pensez-vous que le combat entre Chuck Norris et Joe Lewis a changé le karaté dans le monde occidental ? Pouvez-vous penser à d'autres combats qui ont eu un outcome surprenant ? Faites-nous savoir vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé, on se voit dans la prochaine vidéo.